L'étude de cet animal m'a forcé à penser comme il y a 500 ans et de faire cet effort de penser par stratification, par allégorie, par métaphore. Il est très très vieux, bien plus vieux que les dinosaures, que n'importe quel reptile. C'est vraiment l'ancêtre vivant des tout premiers tétrapodes. Ce n'est pas comme un lézard, c'est beaucoup plus maladroit. C'est un animal magnifique à étudier, et je suis vraiment fasciné par sa démarche. On aurait dit un jouet en plastique noir et jaune, une espèce de lézard comme ça, préhistorique, un petit dinosaure. Et en fait, c'était pas un jouet en plastique, c'était un vrai animal parce qu'il bougeait. Depuis toujours, j'ai une fascination pour la salamandre tachetée. Faire un film, tout un film sur la salamandre? Quel étrange pari! 52 minutes uniquement sur un animal de 20 cm. Bien sûr, cet amphibien possède un fort capital sympathie, avec ses couleurs vives, ses yeux brillants et son sourire. Mais tout de même, une vie de salamandre, c'est très très tranquille. Presque ennuyant. Un rythme ralenti et la majorité du temps sous terre dès qu'il fait trop chaud ou trop froid ou trop sec. Mais malgré tout, peut-être y a-t-il matière à raconter une histoire? Une histoire qui commencerait il y a 3,7 milliards d'années. À cette époque, la vie est née avec une petite cellule capable de se reproduire. C'est cette aptitude à se reproduire qui la rend vivante, la vie, qui lui permet de s'adapter et donc de se diversifier au fil des ans. Il y a 1,5 milliard d'années, on invente la reproduction sexuée. 1 milliard d'années plus tard, certains êtres vivants ont plusieurs cellules. Il y a 430 millions d'années, les poissons sortent de l'eau. Et il y a moins de 380 millions d'années, nos ancêtres et ceux des salamandres étaient encore les mêmes. Ensuite, chacun a fait son chemin pour devenir ce qu'il est à présent. D'un côté, un mammifère mal adapté qui compense son infériorité avec une technologie et une agressivité hors normes. Et de l'autre, un amphibien qui doit tant bien que mal s'adapter à tout ce que la technologie et l'agressivité des hommes provoquent. La reproduction. C'est là que se joue le renouvellement de l'espèce et donc l'évolution. Mâles et femelles transmettent chacun au hasard la moitié de leur patrimoine génétique. La rencontre entre les gènes de la femelle et ceux du mâle donne naissance à de nouveaux individus semblables, mais légèrement différents. Pour les salamandres, cette grande rencontre se produit généralement au début de l'automne. À cette saison, la fraîcheur et l'humidité les font sortir à la recherche d'un partenaire. Mais hélas, ces migrations sont grandement perturbées par nos propres déplacements. 2 automnes ont été nécessaires pour tourner cette séquence. La première année, il n'est pas tombé une seule goutte entre le dernier orage d'été, le 6 août, et les premières neiges d'hiver, le 26 novembre. On parle de sécheresse exceptionnelle, jusqu'à ce que l'exception devienne la norme.
Dur temps pour les salamandres. Enfin, s'il fait suffisamment frais et humide pour permettre aux salamandres de sortir, et si leurs routes ne croisent pas les nôtres, elles vont pouvoir se reproduire. Elles se montent dessus. Mais il n'y a pas de copulation chez les salamandres. La fécondation est externe. Le mâle se place sous la femelle et lui caresse le menton en bougeant la tête de droite à gauche. Puis, il dépose ses spermatozoïdes sur les feuilles, dans un petit amas gélatineux que les scientifiques ont nommé, avec la poésie et l'originalité dont ils sont coutumiers, le spermatophore, littéralement le porte-spermatozoïde. La femelle insère cet objet gélatineux dans son oviducte, autrement dit, sa cavité à œuf, nommée avec la même poésie. La fécondation, la rencontre entre le spermatozoïde du mâle et l'ovule de la femelle, aura lieu plus tard, bien après que les partenaires se seront séparés. Ce type de fécondation, différée, est une exception chez les amphibiens, qui sont plutôt du genre tout en même temps. Chez les crapauds, par exemple, des milliers d'œufs sont expulsés en quelques instants par la femelle et immédiatement fécondés par le mâle. La salamandre est une adepte de la lenteur, misant sur la durée et la qualité plutôt que sur la quantité. Un ver grignoté de temps en temps, de courtes périodes d'activité. La vie des salamandres s'étire au ralenti. Mais elles peuvent vivre ainsi plusieurs dizaines d'années, contre seulement 5 ou 6 printemps pour leurs cousins crapauds. L'évolution permet l'adaptation. Le hasard de la reproduction offre parfois des aptitudes inédites. Le nouvel individu se retrouve alors mieux armé pour survivre et donc plus apte à se reproduire. C'est le tri de la sélection naturelle. Ainsi, au fil des millénaires, la salamandre a acquis des aptitudes essentielles à sa survie. C'est un animal à sang-froid. Elle ne régule pas sa température corporelle. Alors, pour éviter que le gel n'emprisonne son corps et ne perfore ses cellules lors des hivers rigoureux, elle sécrète un antigel qui lui permet de supporter des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Sa peau sécrète un mucus antibiotique et antifongique qui la protège des agressions extérieures. Un antigel, un antibiotique, un antifongique. Autant d'adaptations incroyables qui éveillent l'intérêt des chercheurs. Autant de promesses hypothétiques pour nous soustraire un jour à l'implacable sélection naturelle. Dans les laboratoires de l'École polytechnique fédérale de Lausanne,
c'est dans le passé de la salamandre que l'on cherche un intérêt pour le futur de l'homme. Il faut montrer carte blanche pour entrer ici, et les animaux étudiés sont particuliers. Dans mon laboratoire, on étudie la locomotion animale. Depuis longtemps, on s'intéresse à la salamandre, un animal clé pour la locomotion. En la modélisant, on a accès à nos ancêtres, aux ancêtres de tous les tétrapodes. Mammifères, oiseaux, reptiles, humains, tous viennent d'un ancêtre qui ressemblait à une salamandre. On a commandé un pyjama élastique pour le robot. Pour le protéger en dessous. Oui, on met le pyjama d'abord, il vient s'attacher ici et ici. Est-ce qu'on a reçu la combinaison étanche? On l'aura probablement la semaine prochaine. Ok, cool. La salamandre est grosse comme ça. On a filmé au rayon X cet animal quand il marchait et quand il nageait. On a agrandi son squelette pour créer ce robot. C'est une vraie réplique du vrai animal. On l'a fait marcher et nager à la bonne vitesse. Pour valider cette méthodologie, de créer des robots inspirés des animaux. Notre démarche scientifique est simplement d'utiliser la biologie pour construire de meilleurs robots qui nous permettront ensuite de mieux étudier la biologie. Le but principal de nos recherches, c'est la connaissance scientifique. C'est aussi important d'un point de vue médical. Mieux comprendre le rôle de la moelle épinière dans la locomotion des animaux peut, dans le futur, nous permettre de restaurer la mobilité de personnes paraplégiques. Si on comprend comment fonctionne la moelle épinière, on pourra peut-être la stimuler électriquement pour aider des personnes paraplégiques à remarcher. Quand on s'inspire de la biologie pour l'appliquer à la robotique, on peut aussi aller au-delà de la biologie et faire des choses que les animaux ne peuvent pas faire. Permettre aux personnes paralysées de remarcher, aller au-delà des capacités du vivant. Étonnante promesse cachée dans la démarche de la salamandre. Des promesses, l'homme, qui ne manque pas d'imagination, en a vu de nombreuses dans ce petit amphibien noir et jaune, et depuis très longtemps. Dans l'Antiquité, la salamandre symbolise l'élément feu. Pour les alchimistes, c'est l'incarnation vivante du soufre, l'étape ultime du mercure chauffé durant des années avant qu'il ne se transforme en pierre philosophale. Au Moyen-Âge, on pense qu'elle résisterait au feu, qu'elle serait capable d'empoisonner les sources et même qu'elle serait immortelle. En observant attentivement la salamandre tachetée, on peut trouver des explications à ces croyances antiques. La salamandre est couverte de taches jaunes qui évoquent des flammes. En cas de danger, elle sécrète un liquide toxique qui brûle quiconque voudrait la dévorer. De plus, comme elle hiberne dans les souches, on peut facilement l'imaginer sortir d'une bûche enflammée sous les yeux ébahis des hommes du Moyen-Âge. Elle a surtout cette capacité incroyable à faire repousser ses membres coupés. Mais là où nous, hommes modernes, nous cherchons des explications rationnelles, l'homme antique voit dans tous ces indices l'expression de la véritable nature de l'animal, celle qui se cache au-delà du visible. Si l'on souhaite voir cette vraie nature des salamandres, le plus sûr est sans aucun doute de se rendre à Chambord. Dans son château, François Ier a fait sculpter son emblème partout. Même si, à première vue, les espèces de dragons cracheurs d'eau qu'on y voit ne ressemblent que vaguement à des salamandres.
Au départ, quand j'ai approfondi la connaissance de cet animal, eh bien, j'avais l'esprit de 2019. C'est-à-dire, j'y cherchais un seul sens. Et puis progressivement, l'étude de cet animal m'a forcé à penser comme il y a 500 ans et de faire cet effort de penser par stratification, par allégorie, par métaphore. Donc cet animal, je lui dois une fière chandelle. Et au sens chandelle, au sens lumineuse, au sens de vraiment l'intelligence. Il y a beaucoup d'intelligence dans ces emblèmes. Au Moyen-Âge, on croyait que les êtres vivants avaient été créés par Dieu, qu'il les avait dotés de caractéristiques cachées derrière leurs apparences. Les observations des savants ne pouvaient que confirmer ces caractéristiques divines, qui se retrouvaient symbolisées alors dans chacune des 837 salamandres sculptées à Chambord. Ici, il y a 200 sculptures de salamandres. Il n'y en a pas une qui est identique. Donc là, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est les meilleurs ouvriers du royaume qui sculptent ça. Il y a 2 chantiers comme ça en Europe, Chambord et Saint-Pierre de Rome. En décryptant chacune de ces sculptures, François Parrot a fait le chemin inverse pour comprendre ce que l'homme du Moyen-Âge voyait derrière une salamandre. Donc cette salamandre, qu'est-ce qu'on sait d'elle au Moyen-Âge et à la Renaissance, au début de la Renaissance? Peu de choses. On suppose d'elle qu'elle a un pouvoir de régénération assez exceptionnel. Je pense qu'ils ont observé dans la nature que cet animal pouvait avoir 6 doigts, pouvait avoir peut-être des parties de doigts coupés qui repoussaient. On supposait qu'elle avait une sexualité spéciale, qu'elle était tout simplement asexuée et qu'elle pouvait naître tout simplement du sol, des limons. Non, pas difficile après de l'associer justement à l'Immaculée Conception et à la Vierge Marie. Donc on voit le pendant ici. De la même manière que si elle peut régénérer son corps de façon spectaculaire, eh bien l'immortalité n'est pas loin, d'où le symbole du Christ. Donc là, il y en a une autre, il y en a 2 autres. Donc il y a celle-ci sur le garde-corps, là, qui est vraiment exceptionnelle aussi. Et puis alors, le summum, là, c'est celle qui se trouve encore plus exceptionnelle là-haut, sur la voûte de l'escalier. Entourée de flammes aussi, qui crachent de l'eau, on voit bien ça. Mais on peut y voir d'autres choses. Et on peut y voir d'autres choses, en particulier en jouant sur les 2 salamandres, et en particulier celle qui se trouve plus haut, là-haut, qui est encore plus en forme de S que celle-ci. Et ce S, cette lettre, parce que ça ressemble à une lettre, la lettre S, c'est une lettre emblématique, très importante au Moyen-Âge, qui est l'initiale du mot spes, en latin, qui veut dire espérance. François Ier n'a jamais habité le château de Chambord. Tout juste y a-t-il séjourné quelques nuits. Ses 440 pièces, ses 282 cheminées, ses 32 kilomètres de murs, ses 837 salamandres ne sont pas les attributs d'une demeure démesurée. Ce sont autant de messages, de promesses, de prières adressées au peuple, aux rivaux ou à Dieu. Une salamandre de 2 mètres de long, sculptée à 56 mètres de hauteur, c'est un avertissement. Elle crache de l'eau, capable d'éteindre le feu du dragon anglais. Un bébé salamandre caché entre les pattes de l'adulte dans la chapelle privée du roi. C'est une prière adressée à Dieu pour avoir une descendance. Et partout, le S d'espérance, celui de se voir doté de toutes les aptitudes de la salamandre et surtout de l'immortalité. D'une certaine manière, François Ier a acquis cette immortalité, peut-être grâce à la salamandre.
500 ans plus tard, cette quête de l'immortalité se poursuit. Mais mondialisation oblige, celle qui porte aujourd'hui les promesses de vie infinie est mexicaine. L'axolotl, une salamandre qui peut conserver toute sa vie ses caractères juvéniles comme les branchies externes. À l'état sauvage, elle est menacée. Par contre, elle figure dans le top 10 des animaux les plus étudiés au monde. Grâce ou à cause, selon que l'on soit chercheur ou cobaye, à sa capacité incroyable à se régénérer. Quand un chercheur a la drôle d'idée de couper une patte à un axolotl, celui-ci met tout juste 1 mois pour s'en faire pousser une nouvelle, et ce, autant de fois que le chercheur le voudra. Donc l'axolotl est connu pour être fantastique au niveau de sa régénération. À partir du moment où ça ne met pas en cause sa survie, il va pouvoir régénérer de façon parfaite l'organe qui a été perdu. Sa queue peut régénérer, mais aussi ses yeux ou une partie de son cerveau. S'il perd une patte, cette patte va pouvoir repousser totalement, refaire de l'os, refaire du muscle, refaire de la peau, refaire le système nerveux et être complètement fonctionnel, comme si la patte n'avait jamais été amputée. Dans son laboratoire, Laurent Cohen étudie plus particulièrement la régénération cardiaque. Pour essayer de comprendre le phénomène, il compare différents animaux capables de se régénérer après une intervention provoquant des dégâts similaires à un infarctus. Les heureux candidats à cette grande aventure scientifique sont le poisson zèbre, le xénope et l'axolotl. Suite à un infarctus ou une blessure au niveau du cœur, le cœur va avoir la capacité de régénérer chez certaines espèces, comme les amphibiens et les poissons. Par contre, chez d'autres espèces comme l'homme ou d'autres mammifères, cette capacité ne se fait pas. Et donc, les objectifs sont de savoir pourquoi certaines espèces ont la capacité à régénérer et d'autres pas. Et dans une même espèce, comment il se fait que cette capacité est transitoire et quels sont les mécanismes qui font qu'on perd cette capacité à régénérer. Question régénération, les jeunes sont souvent plus efficaces que les adultes. Chez le xénope, par exemple, le tétard régénère parfaitement son cœur, alors que l'adulte, lui, en est incapable. L'axolotl qui se plaît à rester enfant toute sa vie garde pour toujours sa capacité à se régénérer. On utilise ce qu'on appelle une réaction immunologique. Donc ici, en rouge, nous allons pouvoir colorer spécifiquement le tissu qui est musculaire, et en vert, ici, nous allons pouvoir colorer spécifiquement le tissu qui est fibreux, donc synonyme d'une cicatrice. Donc ici, nous avons un cœur de tétard avant la blessure. Suite à la blessure, nous voyons l'apparition d'un tissu fibreux, donc d'une cicatrice transitoire, puisque au cours du temps, nous voyons qu'elle va être progressivement éliminée pour arriver à un cœur qui présente une structure totalement correcte et non différente du cœur d'origine. Donc il y a eu une régénération complète du cœur avec l'élimination progressive de ce tissu fibreux. Chez l'adulte, quand on fait ça, il y a une installation de cette cicatrice, mais si l'on regarde au bout d'un certain temps, cette cicatrice ici, sur un cœur d'adulte donc, ne disparaît pas. Et cette cicatrice va empêcher le bon fonctionnement du cœur tout au long de la vie de l'animal adulte. Le tétard se régénère, l'adulte non. Entre les deux, il y a la métamorphose induite par les hormones thyroïdiennes. Si l'on soumet le poisson zèbre à ces mêmes hormones, il perd sa capacité de régénération. Il en va de même pour l'axolotl. Plongé dans un bain d'hormones, il entame une métamorphose artificielle qui lui ôtera du même coup ses branchies externes et son extraordinaire capacité de régénération.
Quant à l'homme, on a observé que les rares enfants ayant eu un infarctus ne gardaient aucune trace de cet accident s'il survient avant le grand bouleversement hormonal de la puberté. Moralité, il est bon de garder son cœur d'enfant. Il est lourd le poids des espérances que l'on fait porter à la salamandre. Une moelle épinière capable de faire remarcher les paralysés. Un cœur qui pourrait nous sauver des méfaits de nos modes de vie, car les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde et qu'elles sont intimement liées au mode de vie moderne. Sédentarité, surconsommation, malbouffe, autant de raisons d'avoir le cœur gros. Si l'on ajoute à cela une bonne dose de perturbateurs endocriniens un peu partout dans le quotidien, dans l'eau, dans la nourriture, dans les shampoings, dans les maquillages, dans les habits, dans les emballages alimentaires, les moquettes, les voitures, l'air, alors on obtient une puberté qui arrive en moyenne 5 ans plus tôt qu'au siècle dernier. Des cœurs malades et moins de temps pour les régénérer. Difficile face à ces données d'avoir encore le cœur léger. Cet hiver, il a neigé. Le retour des beaux jours a fait fondre ce stock d'eau qui est venu gonfler les ruisseaux temporaires. Ce printemps, les salamandres femelles ont quitté leur hibernation pour rejoindre les cours d'eau. La science dit, toujours poétiquement, que la salamandre tachetée est un animal ovovivipare. Elle enfante des œufs qui éclosent au moment de leur expulsion. Pendant tout l'hiver, la femelle a conservé, au chaud dans son ventre, les œufs fécondés. Ils s'y sont lentement développés. La neige a fondu, les ruisseaux sont pleins, tout est en place. Pour éviter qu'à chaque printemps, les prédateurs dévorent l'immense majorité de ses œufs, la salamandre les garde en elle jusqu'à l'éclosion. Privilégiant encore une fois la qualité plutôt que la quantité, la salamandre donne naissance à moins d'une vingtaine de larves avant de regagner son abri souterrain. On parle de larve, car même si elle a éclos, une véritable métamorphose attend encore cette jeune salamandre. Ce profond bouleversement la fera passer de la vie aquatique à la vie terrestre.
Pour l'instant, rien à voir avec un adulte en miniature. Avec ses branchies externes en forme de plumeau et sa longue nageoire caudale, elle est totalement adaptée à la vie sous l'eau. Pour se protéger des prédateurs, elle ne peut compter que sur la discrétion. Elle ne sécrète pas encore les substances toxiques qui rendent immangeable une salamandre adulte. Mais comme elle est capable de changer la couleur de sa peau pour imiter le fond, son camouflage est plutôt efficace. C'est d'ailleurs aussi un avantage pour chasser les copépodes, les minuscules crustacés qui lui servent de repas. Progressivement, elle se teint en noir et jaune pour signaler qu'elle devient toxique. Cet avertissement est très utile à l'ensemble de l'espèce. Si un prédateur la goûte, il s'en souviendra toute sa vie, associant alors les tâches à ce souvenir désagréable. La queue devient cylindrique. Les branchies externes se résorbent alors que se développent des poumons. La jeune salamandre passe de plus en plus de temps à la limite entre l'eau et l'air. Puis un beau jour, elle devient terrestre. Elle ne retournera dans l'eau que pour pondre. La salamandre tachetée passe la plus grande partie de son existence cachée dans l'épaisseur de la litière, souvent dans des galeries de campagnols. Mais c'est un amphibien. Elle mène donc 2 vies successives dans 2 milieux différents. Une vie aquatique, une vie terrestre. Elle recherche de très petites mares ou des ruisseaux temporaires pour y pondre ses larves, car il faut un minimum de prédateurs pour que celle-ci ait une chance de devenir adulte. Hélas, ces points d'eau sont de plus en plus rares, souvent pollués, bétonnés ou vidés trop vite par les sécheresses exceptionnelles qui deviennent la norme. Au cours des repérages de ce film, parmi l'ensemble des sites favorables qui avaient été choisis, 1 sur 2 n'accueillait plus de larves de salamandre. Dans les préalpes suisses, l'eau au moins ne manque pas. Mais à cause de l'altitude, la température des torrents est trop fraîche. Impossible pour une larve de salamandre d'y grandir. Pourtant, si vous vous promenez ici sous une fraîche pluie d'été, vous aurez peut-être la chance de croiser une salamandre adaptée aux conditions extrêmes de la haute montagne.
Même si elle est toxique, elle a abandonné ses taches jaunes. Le plus important pour elle n'est pas d'échapper à de rares prédateurs, mais de capter un maximum de chaleur. Et pour résoudre le problème de température de l'eau, elle a mis au point une stratégie incroyable. La salamandre noire, c'est un animal qui vit sur une petite partie des Alpes, dans des massifs vraiment en bordure de la chaîne alpine, qui sont très humides, qui ont beaucoup de brouillard, qui ont beaucoup de brume, qui ont beaucoup d'humidité. Et puis surtout, cette salamandre, elle a une particularité quasiment unique chez les amphibiens d'Europe, c'est qu'elle met au monde non pas des œufs, non pas des larves qui vont se développer dans l'eau, comme la plupart des salamandres, mais véritablement 2 bébés qui sont vraiment des répliques des adultes. Donc ces salamandres-là, elles n'ont plus du tout besoin de l'eau pour se reproduire. Une jolie chenille. C'est fou, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de marcher sur ce petit vallon-là, sur 20 mètres peut-être, j'en voyais 5, 10, 15 sur le sentier. Elles sont là, mais elles sont cachées. C'est le bon endroit, mais pas le bon jour. En fait, la femelle salamandre noire, elle a plein d'œufs dans son ventre, mais il n'y en a que 2 qui vont être fécondés. Et ça va donner 2 larves qui vont se développer entièrement à l'intérieur d'elle pendant 2, 3, 4, voire 5 années. Ces larves, petit à petit, vont grandir. Alors au début, la première année, elles vont dévorer tous les autres œufs qui n'ont pas été fécondés. Et elles vont respirer avec 2 longues branchies qui poussent là comme ça sur les 2 côtés de leur tête, qui sont roses et qui leur permettent d'absorber l'oxygène qui est dans le liquide de l'intérieur du corps de leur maman. Enfin, c'est vraiment une histoire de fou. Et puis leur mère, elle sécrète des espèces de petites massues, des petites protubérances à la surface de la cavité. Et en fait, ces 2 larves de salamandre, elles ont des petites dents et elles vont littéralement brouter ces tissus qui sont sécrétés par leur maman pour grandir, 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 jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille suffisante et jusqu'à ce qu'elles se transforment en amphibiens terrestres. Et quand elles vont sortir du ventre de leur maman, finalement, ça sera des petites salamandres noires, voilà, des répliques parfaites de leur mère. Alors en fait, chez les amphibiens, il y a le cas classique, hein, des grenouilles, des crapauds qui pondent des milliers d'œufs chaque printemps, et puis avec beaucoup de chance, il y a peut-être un tétard qui donnera naissance à un adulte. Les salamandres, c'est vraiment à l'autre extrême. Déjà, la salamandre tachetée, c'est quelques dizaines de larves par année pour une femelle, c'est très très peu. Et puis la salamandre noire, c'est vraiment le cas extrême. Finalement, il n'y a que 2 jeunes tous les 3, 4, 5 ans. Alors ça dure très longtemps parce qu'il fait froid, que les salamandres sont des êtres lents, qui ont un métabolisme qui est beaucoup moins rapide que celui d'un mammifère ou d'un oiseau. Donc je pense que ça leur prend vraiment plusieurs années pour accumuler suffisamment d'énergie et pour nourrir ces jeunes qui atteignent une taille suffisante. Donc c'est très très long. Les salamandres noires ont mis des millions d'années pour s'adapter aux conditions extrêmes de la montagne et s'affranchir de l'eau. Un phénomène comparable s'observe dans le nord de l'Espagne. La ville d'Oviedo s'est développée en isolant une population de salamandres. Séparée du reste du monde par des murs et des routes, cette population morcelée survit dans de micro-sanctuaires comme le cimetière de la cathédrale San Salvador. Comme leurs cousines alpines, ces salamandres tachetées espagnoles se sont affranchies de l'eau pour s'adapter à la chaleur et à la sécheresse. Cette stratégie leur a permis de survivre alors que l'urbanisation rendait l'eau de plus en plus inaccessible. La température d'Oviedo étant nettement plus clémente que celle des montagnes suisses, les salamandres ne portent pas leurs larves pendant plusieurs années.
Il suffit de 3 mois pour voir naître jusqu'à 15 jeunes individus identiques à leur mère. Il est fascinant d'observer cette capacité d'adaptation de la vie, acquise grâce à la reproduction, cette manière de contourner l'obstacle pour survivre. C'est même réconfortant de voir que malgré l'agressivité humaine, la vie continue à se frayer un chemin. Mais les obstacles sont de plus en plus gros et de plus en plus rapprochés. La course à l'adaptation ressemble à un mélange de sauts de haies et de sauts en longueur. On transforme les forêts en champs d'arbres, les champs en déserts toxiques. Ce n'est plus seulement l'eau qui manque, mais la nourriture, le partenaire pour se reproduire, l'habitat. Ajoutez à tout cela, notre besoin incessant de consommer ce qui se fabrique à l'autre bout du monde implique des conséquences désastreuses. Ici, nous avons une salamandre qui vient d'un élevage privé. Cet animal montre des lésions typiques qui peuvent être associées à une infection au bissal. On voit les taches noires et jaunes qui sont normales, mais si vous regardez de plus près, il y a aussi ces petits points noirs qui ne sont pas normaux. Ce sont les lésions causées par le champignon sur la peau de l'animal. En 2008, des naturalistes hollandais font un constat terrible. Des populations entières de salamandres disparaissent en très peu de temps. Le coupable ? Un champignon que l'on appelle Batrachochytrium salamandrivorans, le mangeur de salamandres, autrement dit bissal. La recherche se met en marche. Elle dissèque, séquence, analyse, échantillonne pour comprendre cette nouvelle menace. Le champignon vient d'Asie. Les salamandres européennes subissent de plein fouet cet agent pathogène qu'elles ne connaissent pas. Pendant ce temps, la maladie se propage. Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, avec chaque fois la même virulence. Toute la population d'un site contaminé en quelques mois. 99% de mortalité. C'est une grosse menace. Elle est comparable à la destruction des habitats et la pollution, mises ensemble. Ici, vous voyez une image histopathologique de la peau d'une salamandre infectée par bissal. On voit que la peau a totalement disparu. Ici, vous avez la peau normale. Là, elle a été totalement détruite. Tous ces petits points sont le champignon. Le champignon a littéralement mangé la peau. Il a sûrement été transporté avec des amphibiens vivants partout dans le monde. Une possibilité, c'est le commerce d'animaux. Beaucoup sont vendus en Europe pour servir d'animaux de compagnie à des éleveurs privés. Peut-être le champignon est-il arrivé ainsi.
Mais il y a d'autres possibilités. Le xénope est très utilisé comme modèle d'étude dans les labos du monde entier. Une troisième possibilité, c'est le commerce d'amphibiens comme nourriture. Je pense notamment aux cuisses de grenouilles. La plupart des grenouilles qui finissent dans nos assiettes viennent d'Asie. Une maladie asiatique qui, à cause de notre goût pour les espèces sauvages et par le biais de la mondialisation, traverse les frontières pour s'abattre partout dans le monde. L'histoire des hommes ressemble parfois à celle des salamandres. Si on détecte une infection dans un nouveau site, nous préconisons d'attraper tous les amphibiens pour désinfecter les lieux. On interdit ensuite l'accès pour limiter la propagation du champignon. Il n'y a pas de remède possible dans la nature, pas de confinement efficace pour aplatir la courbe. Le champignon arrive, la salamandre disparaît. Il n'y a probablement pas de possibilité de réintroduction non plus, car les spores de Byssal subsistent encore dans les sites où il est apparu il y a plusieurs années. Les salamandres ne peuvent compter que sur leur capacité d'adaptation pour contrer cette nouvelle menace. Heureusement, la fragmentation des habitats qui isolent les populations les unes des autres freine la propagation de la mycose mangeuse de salamandres. Heureusement. C'est difficile d'utiliser ce mot, car l'isolement des populations de salamandres est une grosse menace pour la survie de ces animaux. Et il est malheureux de constater que c'est peut-être la seule chose qui limitera les dégâts de salamandrivorans. Les salamandres tachetées sont encore largement présentes en Europe. Il est donc peu probable que Byssal mène l'espèce au bord de l'extinction. Ce n'est qu'une menace de plus pour notre amphibien. Mais s'il arrive par malheur qu'une seule spore de champignon atteigne une des populations endémiques de salamandres, comme la salamandre noire de Suisse ou la salamandre d'Oviedo, ou même les axolotls au Mexique, alors cette espèce disparaîtra pour toujours, emportant avec elle toutes nos espérances. Il est possible de se réconforter avec la certitude que malgré tout ce que nous pouvons lui infliger, la vie trouvera toujours un chemin pour s'adapter. Toujours. Mais il n'est pas certain qu'avec notre science et notre technologie, nous puissions faire de même. Faire un film, tout un film sur la salamandre, quel étrange pari. Mais si au terme de cette histoire, quelques-uns se découvrent fascinés par ce petit amphibien noir et jaune, si quelques personnes ressentent l'envie de faire quelques petites choses pour lui, alors ce pari sera gagné. Le pari de la salamandre.